Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie des récaps théorie. Dans le premier récap, j'ai essayé au mieux de vous résumer l'histoire du Japon avec en conclusion l'histoire du troisième shogun, celui que j'associais à Orochi. Dans cette vidéo, on va donc décortiquer la théorie concernant principalement le personnage de Mihawk, pourquoi je l'ai relié à Wano et aux vampires, mais également la partie sur l'importance de la lune dans cet arc. Et c'est ce qui m'avait permis à l'époque de trouver le nom Orochi avant la publication du chapitre de One Piece qui avait révélé le véritable nom du shogun. Donc c'est parti! Certains n'avaient pas vraiment compris pourquoi j'associais Mihawk à Wano, mais également en tant que frère, ou du moins lié par un lien familial, à Orochi. Et il est normal, d'une part par la complexité des informations traitées et énoncées dans la vidéo, et d'autre part car cette erreur était totalement la mienne, et j'en suis sincèrement désolée. J'ai commis une erreur dans cette partie, et on va donc essayer de mieux comprendre pourquoi. Revenons à Orochi, celui que j'identifiais comme étant le troisième shogun. Celui-ci avait un frère nommé Tokugawa Tadanaga, que j'associais à Mihawk. Mais pourquoi avais-je fait cela ? La théorie concernant cette partie avait été publiée en collaboration sur la chaîne de Goji. Nous avions donc étudié en détail l'histoire de Tokugawa Tadanaga. La première chose à noter était les fleurs ornant la chemise de Mihawk, pouvant ainsi rappeler l'emblème de la fleur de chrysanthème, symbole des Tokugawa. Je suis donc partie du principe où Mihawk pourrait être lié à cette famille. Il fallait donc trouver à l'époque de la fermeture du Japon, soit l'époque choisie par Oda, un personnage rejeté, ou du moins reclus de sa famille, et lié à une maîtrise au sabre aussi perfectionnée que celle de Mihawk. M'est apparu alors le personnage de Tadanaga, le frère du shogun. Dû à son passé, et par le fait qu'il ait la connaissance du Menkyo Kaiden, soit l'apprentissage ultime des arts martiaux en général au Japon, et qu'il s'en est servi à des fins meurtrières, ce qu'il avait mené en détention, puis assigné à résidence, avant qu'il ne se fasse seppuku. De l'autre, son frère le shogun Tokugawa Iemitsu, soit celui que j'associais à Orochi, avait une véritable obsession pour la technique à deux sabres, rappelant ainsi la technique que semble utiliser Orochi dans One Piece. Le personnage de Tadanaga respectait donc bien ses critères au niveau de Mihawk, et il était de surcroît le frère du shogun, soit celui que j'associais à Orochi. Enfin, je vous ai résumé précédemment la théorie sur les prédictions de Wano. Comme on a pu le voir, Oda utilise un système très répétitif pour créer ses arcs. Je me suis donc basée sur ce système pour trouver le personnage qui serait lié au shogun. Explication. Dans le cas de l'arc Dressrosa par exemple, le boss était de Flamingo, et l'ennemi majeur de Doffy était l'eau, dû à leur passé en lien avec le défunt Corazon. Dans Wano désormais, c'est exactement la même chose. D'un côté nous avons le boss Kaido, et son ennemi majeur, Momonosuke. Et le point commun entre ces deux histoires est Luffy, car c'est toujours lui qui s'occupe du boss pour venger l'eau ou Momonosuke. Cependant, l'arc Wano est un peu différent, car ici deux ennemis majeurs sont présents. D'un côté le shogun Orochi et de l'autre l'empereur, soit Kaido. Luffy ne pouvant probablement pas combattre les deux, il va donc falloir déléguer. Et dans la logique, cela devrait être accordé à son second, son vice-capitaine, soit Zoro. Mais à la différence juste au-dessus, Luffy voulait venger Momonosuke ou encore l'eau. Il fallait alors trouver un personnage en lien avec Zoro et le motif de la vengeance. Je me suis donc demandé quel personnage extrêmement important par le passé pourrait être lié à l'arc Wano. Il fallait donc un homme mystérieux dont on ne connaissait toujours pas le passé, un épéiste de préférence, et sachant que j'aurais lié cela à la malédiction de la lune, il me fallait un personnage pouvant être lié à tout ça. Mihawk rassemblait donc toutes ces caractéristiques. Cependant, je devais trouver la raison pour laquelle Zoro serait en mesure de combattre Orochi, alors que Mihawk dépasse de très loin la puissance de Roronoa. Et bien, selon moi, à travers la malédiction des yeux en spirale. Mais ça, je l'expliquerai en détail dans la partie récap sur le lien avec les vampires, le rêve et la tribu des trois yeux qui vous a tant posé problème. C'est donc pour cette raison que j'avais associé Mihawk comme étant le frère du shogun. D'autant plus que dans l'histoire du Japon, le shogun avait un contentieux avec son frère. Je pouvais, et je peux bien évidemment me tromper, mais c'était ma première intuition. Avec le recul désormais, même si cette approche reste valable, je pense que j'aurais dû davantage chercher un autre personnage pouvant réunir ces caractéristiques sans qu'il soit spécialement lié à l'époque de la fermeture du Japon, donc de Wano dans le cas de One Piece. Par conséquent, je pense que cette théorie n'est pas à écarter non plus, mais qu'un personnage plus en adéquation avec Mihawk pourrait être trouvé, et correspondrait en réalité davantage au Kozuki et non directement à Orochi. Et vous allez mieux comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. Désormais, au-delà du lien historique japonais, voici les raisons pour lesquelles Mihawk pourrait être relié de près ou de loin à l'histoire de Wano. Pour comprendre
légende. Il faut déjà rassembler les informations que nous connaissons aujourd'hui à propos de ce dernier. Nous savons qu'il est actuellement le seul Shichibukai restant, qu'il n'a pas d'équipage, qu'il vit dans un château isolé, qu'il est le plus grand sabreur au monde, qu'il est celui ayant entraîné Zoro, et qu'il était l'un des plus grands rivaux de Shanks par le passé. Mis à part cela, aucun réel développement à son sujet n'a été fait. Par conséquent, une mise en avant de Mihawk dans cet arc, ou même dans les prochains, devra se faire. Et je ne voyais pas meilleur arc que Wano pour découvrir l'histoire de ce personnage énigmatique. Je vais donc désormais vous énumérer les différentes raisons qui m'amènent à penser que Mihawk pourrait donc être développé dans l'arc Wano. La première est avant tout par le fait que Fujitora souhaite dissoudre le système des Shichibukai. On découvre cela dans l'arc Dressrosa, où nous apprenons qu'il est entré dans la marine durant l'ellipse avec pour seul but d'éradiquer l'ordre des 7 capitaines corsaires. Ce qui m'amène à la deuxième raison. Jusqu'à présent, parmi les 7 Shichibukai, 6 ont été développés à travers de grands arcs. Crocodile à Alabasta, Boa à travers Amazon Lily et Impel Down, Moria avec l'arc Thriller Bark, Doflamingo avec Dressrosa, Jinbe avec Impel Down, l'arc des hommes poissons et son passé sur l'équipage du soleil, et enfin Kuma à Sabaody, son lien avec les révolutionnaires, Vegapunk et enfin bientôt à travers la rêverie Ebony. Par conséquent, Mihawk est donc le dernier Shichibukai à ne pas avoir eu son propre arc et son développement. Et si les 7 grands corsaires venaient à être dissous par Fujitora, il serait donc très utile de développer dès à présent Mihawk, le dernier restant, à travers l'arc Wano. Mais pourquoi Wano? Au-delà du fait que Wano soit le pays des plus grands épéistes du monde et donc pouvant ainsi faire un parfait parallèle au pouvoir de celui surnommé le plus grand sabreur au monde, d'autres raisons pourraient être apportées. D'une part, il possède l'une des 2 seules lames noires que nous avons vues dans le manga, la deuxième étant le Shushui, qui est le trésor national de Wano Kuni. Il est grandement possible que l'origine de sa lame, Kokuto Yoru, soit liée à Wano Kuni. De plus, pour pousser le rapport avec la lune et la nuit, Kokuto Yoru signifie sabre noir de la nuit. D'autre part, son lien étroit avec Zoro en fait partie, puisque selon certains, Roronoa pourrait avoir un développement plus poussé dans cet arc. Ceci était donc pour les premières raisons. Désormais, la suite va quant à elle se concentrer principalement sur la malédiction et le background de Mihawk qui expliquerait sa présence à Wano. C'est donc la partie que je vais nommer Lune et Vampire. Dans les mythes et légendes, les vampires sont très souvent liés à la lune. Dans le premier récap, je vous avais expliqué le lien étroit qui pouvait exister entre la lune et Wano, et qui s'est confirmé par la suite à travers le tatouage de la lune, symbole des Kozuki. Désormais, pourquoi les vampires ? À travers plusieurs arcs, Oda insère parfois une malédiction sur l'île et sur le peuple. Pour les sauver, l'équipage de Luffy doit rompre le sort et montrer que ce n'est ni plus ni moins que le pouvoir du boss et non une malédiction lancée sur eux. Par exemple, dans l'arc Dressrosa, ils sont transformés en jouets à travers le pouvoir de Sugar. Dans l'arc d'Ener, le peuple croyait qu'il était véritablement un dieu et qu'il pouvait tout entendre alors que cela n'était ni plus ni moins que le mantra d'Ener aidé de son fruit. Dans l'arc des hommes poissons, c'est à travers les pilules du Tamatebako que Odi exerce son pouvoir. Par conséquent, dans les différents arcs que l'on a pu voir, le boss possédait toujours un pouvoir, un atout, permettant de soumettre le peuple et lui faire croire qu'il était un sauveur. Tout comme à Wano, Orochi apparaît comme le sauveur de ce pays. Sachant que Wano est un gros arc, j'ai donc cherché à trouver le pouvoir caché que le shogun pourrait exercer à l'exception de Kaido. Et j'en suis donc venue à penser qu'il pourrait y avoir un parallèle entre l'arc Thriller Bark et celui de Wano. D'une part par le fait que Moria soit lié à Kaido, puisqu'il est initialement celui qui a détruit son équipage, et d'autre part car Moria a récupéré le corps de Ryuma, ce personnage issu de Wano et ex-possesseur du Shusui, aussi considéré comme le trésor national de ce pays. Enfin, dans l'arc Thriller Bark, le peuple a été transformé en zombies, morts-vivants, etc. grâce au pouvoir de Moria et du docteur Hogback, faisant donc écho à l'animal totem de Moria, soit la chauve-souris. Par conséquent, si Wano était lié à Mihawk, il serait bon d'associer une malédiction en lien avec ce personnage, soit donc les vampires et la lune. Et en effet, jusqu'à présent, les arcs dédiés à un Shichibukai ont toujours été associés à leur animal totem ou leur univers. Crocodile a donc été, comme son nom l'indique, l'animal totem du crocodile. Il apparaît lors de l'arc Alabasta, qui se veut être un arc aux allures de l'Égypte. On peut le remarquer ici, ou encore à travers le casino rappelant le monument
du sphinx. On pourrait facilement associer le crocodile à celui du Nil en Égypte ou encore à son fruit du démon lié au sable. Boa Hancock est associé au serpent et apparaît dans l'arc Amazon Lily. Dans la Bible et autres courants religieux, le serpent est souvent associé à la séduction, au charme envoûtant, ce qui correspond assez bien à l'arc d'Amazon Lily, peuplé de femmes, à la beauté d'Hancock et par le fait d'user de cet atout pour faire succomber bon nombre de personnes. Doflamingo avec Dressrosa, ce pays étant symboliquement associé à l'Espagne, pourrait faire un lien avec son animal totem, le flamant rose, puisque cet animal se dit flamenco, soit la danse traditionnelle originaire d'Espagne et rappelant ainsi Violette. Jimbe, développé au cours de l'arc des hommes poissons, correspond parfaitement au requin-baleine, soit un arc sous l'eau. Par conséquent, si Mihawk devait avoir son propre arc, celui-ci devrait être associé à deux choses. Dans un premier temps, à son surnom œil de faucon, qui sera expliqué dans le récap partie 3, et de l'autre à son environnement lié au vampire. Un arc tourné autour de cela pour le mettre en avant tomberait sous le sens, et désormais, on va énumérer les différents indices qui m'ont amené à penser ça. Tout d'abord, on peut retrouver l'allusion au vampire à travers 3 personnages. Le premier est bien évidemment Mihawk. Comme expliqué précédemment, ce personnage pourrait être lié à Wano. Il est lié au vampire à travers son nom Dracul, son design ou encore son environnement, l'île de Kuraigana, rappelant la Transylvanie, pays d'où est originaire le comte Dracula. Mais un détail dans son décor est important, la lune rouge dépeinte en arrière-plan. Cette lune rouge, je vous en avais parlé dans le récap partie 1. Ici, je vous expliquais justement que la première traduction de Kozuki, avant le changement fait par Oda, avait été Kogetsu, et ce nom se traduit littéralement « lune rouge », établissant donc à nouveau un lien possible avec Wano, mais surtout un lien avec la famille Kozuki. Car gardez une chose en tête, quand je vous ai parlé de la Deuxième Guerre, c'est-à-dire la fermeture du Japon, cette guerre avait été engendrée par les chrétiens, rejetés à l'époque par le shogun. Et Mihawk est justement un personnage pouvant rappeler la chrétienté à travers son design et son association à D'Artagnan, ce héros chrétien. Mais surtout, cette lune rouge en arrière-plan est inversée, exactement comme l'emblème des Kozuki. Gardez donc en tête qu'un lien pourrait lier les 9 fourreaux rouges à Mihawk. Ensuite, Mihawk fait sa première apparition lors de l'arc Baratie, et c'est cela qui va nous emmener au second personnage. Ce Baratie est important puisqu'il est lié à la mini-story nommée Romance Down Volume 1. C'est dans ce même chapitre que l'on découvre les personnages de l'équipage du Croissant de Lune, nommé Mikazuki, avec pour capitaine Galet. Ironiquement, on retrouve officiellement dans One Piece ce même nom d'équipage à travers l'arc Water 7, et combattant ainsi la Galela Company. Galet, qui je vous le rappelle, est justement le nom du capitaine dans l'épisode Romance Down Volume 1. Ces personnages avaient 3 particularités. La première est que leur design, casque et armure rappelaient fortement ceux des samouraïs, pouvant donc faire écho à Wano. La deuxième, leurs dents pouvant suggérer un lien avec les vampires. Et la troisième, la lune. D'une part sur leur casque rappelant ainsi le symbole de Raizu, ou encore de Date Masamune, le fameux clan allié des Tokugawa à l'époque Edo, et leur nom d'équipage signifiant Croissant de Lune. Enfin, le troisième personnage que j'associais à Wano, au vampire et à la lune était Tsukimi. Wano à travers les fleurs de cerisier, le vampire grâce à son design, ses oreilles et le cercueil, et la lune à travers plusieurs choses. Son nom Tsukimi signifie contemplation du clair de lune, faisant donc une nouvelle fois écho à la traduction du nom Kozuki, signifiant clair de lune. Mais Oda choisit de tuer Tsukimi d'une manière bien particulière. Il meurt étouffé par un mochi, après avoir regardé la lune. Ce détail est intéressant car d'une part, le mochi est un gâteau connu pour son risque élevé d'étouffement, pouvant entraîner la mort, et de l'autre, par le fait que le mochi soit lié à la lune via une légende japonaise. Par ailleurs, le mochi rappelle également le fruit de Katakuri, et celui de son attaque Kagami Mochi, un dessert typiquement japonais. Il était donc pour moi important de noter ce détail avec Katakuri, car cela aurait pu signifier que Kata pourrait avoir un rôle à Wano à travers ce fameux mochi. Désormais, le lien mythologique narré à travers la légende du lapin lunaire. Explication. La lune et le mochi sont liés dans l'histoire du Japon à une légende nommée le lapin de la lune, où il est raconté l'histoire du lapin battant avec un pilon la pâte de riz gluant pour préparer le mochi. Cette légende, nous la retrouvons également dans les histoires aztèques grâce à Quetzalcoatl, où le lapin s'offre comme nourriture à Quetzalcoatl mourant de faim et de soif pendant un voyage.
Pour que tous se souviennent de son acte de noblesse, Quetzalcoatl élève le lapin dans la lumière pour que son ombre se projette sur la lune. Si je vous parle de ce mythe, c'est parce que Quetzalcoatl est un nom que vous devriez connaître car il fait partie intégrante de ma théorie Ener partie 3. Petit rappel, dans cette théorie, je vous montrais l'inspiration d'Oda pour illustrer les covers d'Ener tirés de la mythologie aztèque. Je vous expliquais qu'il existait 5 soleils. L'un de ces soleils était gouverné par Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Il était le patron du deuxième soleil qui fit tomber le premier. Et le premier était le soleil nommé Jaguar, soit celui que j'associais au mink et au géant. Ce serpent géant était donc dans l'arc Skypiea celui que j'associais à Nola. Le lapin de la lune est donc particulièrement important, d'une part car il est lié à la fabrication de l'élixir de longue vie, soit un possible parallèle avec l'immortalité, et de l'autre car il n'est pas sans rappeler un personnage dans One Piece nommé Carrot. Carrot était donc une mink, et les minks et Carrot sont liés à la lune via leur transformation. Par ailleurs, on peut noter une particularité entre les minks et Katakuri, leurs fameuses dents. Pourquoi il serait intéressant que Katakuri soit lié au mink? Ceci n'est pas une théorie mais simplement un indice que j'avais noté et qui est à garder en tête, ni plus ni moins. Car actuellement, l'histoire du lapin de la lune et du mochi fait un premier parallèle au lien entre les minks et Katakuri, et de l'autre, nous ne savons pas qui était le père de Kata. Ajouter une transformation à Katakuri au contact de la lune pourrait être véritablement intéressant. Sans compter que le fait que Mama souhaite réunir une famille de toute race. Une race minx ne serait pas à exclure pour le père de Katakuri. Revenons désormais à la théorie. Je vous avais donc cité d'un côté le serpent de Skypiea et le Kagami Mochi qui est aussi un serpent. Nous pouvons lier ces deux références au fait qu'ils soient des reptiles. Et qui dit reptile dans One Piece me rappelle donc 4 personnages que j'associe au fait qu'on pourrait les voir dans l'arc Wano. Le premier, Caribou, justifiant son apparition à travers sa capture par l'armée de Kaido, lui-même étant au centre de cet arc, mais également par le fait que celui-ci portait une lune sur son menton, ce qui pouvait rappeler le sigle de la lune sur le visage de Raizu, celui de Tate Masamune et enfin celui de l'équipage Mikazuki. L'apparition de ce personnage a donc bel et bien été confirmée par la suite dans les chapitres. De plus, Caribou pourrait avoir un rôle encore plus grand. Le signe du croissant de lune renversé symbolise la rébellion et la réapparition des 9 fourreaux rouges d'Oden, qui sont censés venger leur maître d'Orochi. Et justement, Caribou possède une lune renversée sur son menton. Cependant, ce n'est pas pour le lier particulièrement au samouraï d'Oden, mais pour démontrer qu'il peut lui aussi mener une révolution, tout comme le personnage historique qu'Oda a utilisé pour créer ce personnage, Che Guevara, le dirigeant de la révolution cubaine. Che Guevara était directeur d'une prison. Caribou, lui, est actuellement en prison avec Luffy et Kid. Si on suit ce simple schéma, on peut en conclure que Caribou pourrait mener sa révolution face aux troupes de Kaido avec les prisonniers de la mine. Faisant un petit parallèle avec Marineford et Baggy par exemple, qui dirigeaient les prisonniers d'Impel Down pour prêter main forte à Luffy. Le deuxième personnage, Moria. Celui-ci avait une particularité, il possédait un long cou. Les longs coups dans One Piece sont nommés la race des Serpentins. La race des Serpentins fait donc écho à une race de reptiles. Mais pourquoi à travers Wano? Car au Japon, les longs coups font écho au troisième personnage que je voyais apparaître à Wano, soit les Rokurokubi. Car ces êtres de légende sont liés aux vampires. Une nouvelle fois, ceci a été confirmé dans les chapitres par le fait qu'Oda ait fait apparaître une Rokurokubi portant allégeance à Orochi et que Moria soit réapparue dans les chapitres de Wano faisant face à Barbe Noire. Enfin, les Rokurokubi ainsi que la race des reptiles m'ont rappelé un quatrième personnage que j'associais au Shogun, soit Orochimaru du manga Naruto. Par son cou qui s'allonge comme les Rokurokubi, mais surtout celui-ci était un serpent, soit donc un reptile. Orochimaru était donc le nom que j'associais au shogun de Wano, et c'est par la suite qu'Oda a confirmé cela en révélant le nom du shogun, soit donc Orochi. Enfin, pour conclure cette partie sur les vampires et le Japon, comme on a pu le voir, la lune a une place prépondérante dans l'arc Wano. J'ai donc cherché à voir s'il existait une déesse liée à la fois aux vampires et à la lune. Il se trouve que j'ai trouvé le personnage parfaitement adapté dans la littérature, soit Nyx. Aussi nommée la mère des vampires et connue comme la déesse de la nuit dans la mythologie grecque. Elle a déjà été présentée dans One Piece via Pedro et son équipage des pirates Nox. L'étymologie du nom de cet équipage vient du fait que Roger lui ait expliqué qu'après la nuit vient toujours l'aube. Et désormais, cette prophétie est reprise dans l'arc Wano à travers cette fois les mots de Toki envers Orochi.
Désormais un mini bilan des informations importantes à retenir. Mihawk pourrait apparaître dans l'arc Wano pour plusieurs raisons. Il est le dernier parmi les 7 grands corsaires à ne pas avoir eu de développement dans un arc alors que Fujitora soit dissous les Shichibukai. Plusieurs indices amènent à penser qu'il pourrait être lié à Wano. Son sabre, son histoire avec Zoro, ou encore la fleur de chrysanthème, emblème du shogun Tokugawa. L'époque choisie par Oda, soit la fermeture du Japon de l'ère Edo, était une révolte chrétienne. Et on retrouve cette notion religieuse avec le design et l'univers de Mihawk. De plus, son île possède une lune rouge inversée, rappelant le symbole et le nom Kuzuki, ainsi que les 9 fourreaux rouges. Le lien mythologique est Wano. S'intéresser à Mihawk, c'est s'intéresser à son univers, et donc comprendre pourquoi Oda a dépeint Œil de Faucon comme un vampire. J'ai donc trouvé plusieurs personnages et indices liés à cela. L'équipage pirate Mikazuki et le personnage de Tsukimi. Tsukimi est un personnage que l'on peut relier à la légende du lapin lunaire, et cette légende peut être associée à 2 autres personnages, Katakuri et Carrot. En est ressorti l'indice des reptiles, et ainsi, cela m'a permis de mettre en lumière l'apparition de 3 autres personnages durant cet arc. Moria, Karibu et les Rokurokubi, les fameux vampires japonais. Ce qui m'a permis d'associer au shogun, avant la révélation de son nom, le personnage d'Orochimaru dans Naruto. J'ai donc cherché un personnage dans la mythologie pouvant correspondre aux vampires, et il existe justement le personnage de Nyx, mère des vampires dans la littérature. Nyx rappelant ainsi les pirates Nox dans One Piece et la prophétie de l'aube de Toki à Wano. Ce qui va nous mener à la 3e partie du récap, celle qui concerne la tribu des 3 yeux et la malédiction des yeux en spirale. J'espère que ce récap vous aura plu, on se donne rendez-vous dans la 3e partie, et en attendant, prenez bien soin de vous.